Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission que nous consacrerons désormais à la robotique. En mai 2007, nous avons démarré le blog Robot Impact. Celui-ci s'est transformé en véritable magazine papier, Planète Robot, en 2009. Le magazine est donc là depuis 3 ans et il est disponible en kiosque en Belgique, Suisse, Canada et en France. Mais le mieux est bien sûr de s'y abonner pour l'avoir avant tout le monde dans sa boîte aux lettres. Aujourd'hui, Robot Impact et Planète Robot se joignent pour lancer un nouveau concept d'émission sur la robotique et nous espérons que celui-ci vous conviendra. Curiosity, le rover robotisé qui s'est posé cet été sur Mars, a finalement découvert du chlorométhane, un composé contenant du carbone essentiel à toute forme de vie. Cette molécule a été découverte par le laboratoire français SAM embarqué sur le robot. Reste à savoir si ces traces de carbone sont-elles bien martiennes ou bien ont-elles été embarquées par le robot depuis la Terre. À savoir qu'à quelques jours de ces révélations, c'est une autre sonde robotisée, Messenger, qui a découvert que de la glace existait sur les pôles de Mercure, la planète pourtant la plus proche de notre étoile. Il semblerait même que de la matière organique recouvre la glace. Ces éléments auraient été apportés par les bombardements de comètes et d'astéroïdes durant l'histoire de cette planète, pourtant très chaude. Revenons sur Mars. Comme la mission de Curiosity est programmée pour 2 ans et que les résultats qu'il nous envoie sont une véritable manne d'informations sur la planète rouge, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils allaient envoyer d'ici 2020 un autre rover décliné de Curiosity sur la planète Mars. Celui-ci devrait même permettre le retour d'échantillons de sol martiens comme l'avait prévu au départ la mission Curiosity avant d'être annulée. Le DARPA, une agence de développement technologique pour l'armée américaine, lance son nouveau défi, le DARPA Challenge 2012. Après avoir lancé des courses de voitures autonomes dans le désert ou dans une ville, le nouveau challenge est de proposer un robot capable de venir porter secours à des humains dans des lieux hostiles, comme après un immense tremblement de terre. Les robots devront être capables de se déplacer facilement sur tout type de sol. Le gain de ce concours est de 2 millions de dollars et les concurrents s'affronteront en juin 2013. Les prétendants ne sont pas tant que ça à se présenter, c'est pour le moment le DARPA lui-même qui part favori avec son robot humanoïde Petman, renommé Pet Photo. Ce robot humanoïde a la capacité de réfléchir avant de prendre une décision. Il peut grimper ou esquiver des pièges qui se trouvent sur sa tête. Sa dextérité peut faire peur, surtout quand on sait que ce robot est destiné à servir à l'armée américaine. Le robot sud-coréen Hubo devrait également participer au challenge. C'est par une équipe provenant de l'université Drexel aux États-Unis que le robot va être préparé pour cette épreuve. Afin de montrer les capacités que cette équipe espère prodiguer à son robot, ils ont produit cette vidéo impressionnante. Le Vendée Globe est une course en transat en solitaire. Les skippers sont partis le 10 novembre des Sables d'Olonne, en Vendée, pour un tour du monde de 3 mois avant de revenir au même port. Le bateau Initiative Cœur de Tanguy de la Motte a accueilli un drôle de passager clandestin, le robot Nao. Nao entame ainsi depuis des petits sketchs avec Tanguy durant son voyage. Il lui pose des questions qui peuvent également intéresser le public. C'est le pot d'eau noire. Qu'est-ce que c'est ? C'est une zone géographique entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc les systèmes météo sont différents. Nao est sur le bateau afin d'aider Tanguy de la Motte et Initiative Cœur à récupérer des dons pour aider de jeunes enfants atteints de problèmes cardiaques à se faire opérer. Planète Robot, parlons-en justement. Son nouveau numéro va paraître un peu en avance pour fêter l'arrivée de la nouvelle version de l'attraction Danse avec les robots au Futuroscope. Nous serons là, le 22 décembre, pour assister à l'inauguration avec le DJ Martin Solveig. Si vous êtes sur place, venez nous faire un petit coucou, ça nous fera vraiment plaisir. Au sommaire de ce numéro 19 de Planète Robot, nous partons à la découverte de plusieurs robots humanoïdes, comme le robot Tespian, visible au Futuroscope justement, le tout nouveau Ariel, Furo et Samy. Nous partons également à la recherche de mechas bien réels et de robots russes peu connus. Je vous laisse découvrir d'autres surprises dans le numéro 19 de Planète Robot qui sera disponible dans les kiosques dans moins de 15 jours. Abonnez-vous, c'est un conseil.
fait dans la première... Salut à tous les visiteurs de Robot Impact. Bienvenue pour cette première interview de Screech. Première interview qui, je l'espère, donnera suite à de nombreuses interviews des intervenants dans le monde de la robotique. Je m'y colle parce qu'on est amis, il faut le reconnaître. Et puis parce que je pense qu'en tant que président de Caliban et en tant que PDG de Celldroid, c'est une bonne idée et qu'il faut aller dans ce sens. Alors je suis donc Fabien Rimbaud, un tout petit peu connu en tant que président de l'association Caliban, qui est une association qui va regrouper des amateurs passionnés de robotique, à la base de robots humanoïdes d'intelligence artificielle. Ça a un petit peu évolué dans le temps, mais au final, c'est quand même des personnes qui connaissent un petit peu leur affaire dans le monde de la robotique. Et depuis peu, on va dire depuis 1 an, en tant que PDG d'une start-up de robotique qui s'appelle Celldroid, qui essaye de bouleverser un petit peu les mœurs dans le monde de la robotique au niveau humanoïde, les robots qui valent cher, et qu'en fait on peut les faire beaucoup moins cher que ce qui est prétendu par le plus grand nombre. Alors, Celldroid, c'est une toute jeune start-up de robotique. La société existe depuis à peu près 1 an. Quelques jours près, ça fait 1 an. L'idée est de concevoir en fait des solutions robotiques avancées, donc essentiellement sur la problématique du robot humanoïde et de l'intelligence artificielle low cost, pas forcément en tant que solution globale, le robot humanoïde complet, mais aussi d'un point de vue modulaire, c'est-à-dire que les gens puissent se fabriquer leur robot humanoïde au fur et à mesure, comme cela se fait dans le monde du modélisme avec les voitures radiocommandées à essence, les avions radiocommandés et ainsi de suite. Donc on a une approche qui n'est pas issue de l'industrie mais issue du monde du modélisme. Notre objectif est de produire d'avoir des propositions de produits qui sont aboutis, performants, peut-être pas les meilleurs à travers le monde, mais au moins efficaces. En fait, à la base, la robotique, c'est une passion d'enfance, c'est les lectures d'Isaac Asimov, et une obsession, cette obsession de, avant de crever, voir les rêves d'Asimov en vrai. Et très déçu par tout ce qui a été fait, j'ai commencé mes propres travaux à la base seul. Ça peut paraître simple. J'avais 16 ans sur calculatrice HP, les connaisseurs se reconnaîtront. Mais sur calculatrice HP, commençait à développer en fait une intelligence artificielle qui était basée sur des concepts qui nous sont propres, la psychanalyse. On en pense ce qu'on en veut, qu'importe, moi c'est mon truc. Et puis cette intelligence artificielle sur la calculatrice HP, elle a permis d'obtenir des résultats plus que concrets, et puis de fil en aiguille, arrivé en études supérieures, des copains ont commencé à suivre en disant « Oh, bah, à partir de ce truc, on peut faire quelque chose. » Donc, développement sur ordinateur, et ainsi de suite. Et ainsi est né le projet Caliban, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on arrive à un stade où elle avait besoin de pouvoir s'exprimer à travers le monde réel via un corps. C'est là que le projet Caliban est né, avec la fabrication de Caliban, qui était un robot moisi. Non, mais bon, un robot moisi, aujourd'hui, je peux me permettre de le dire, mais qui à l'époque, en fait, il était super. Et on a commencé à parler un petit peu de ce robot sur des blogs, internet, et juste pour tenir au courant les copains qui entre-temps étaient partis à droite à gauche. Et puis il y a tout un tas de personnes qui envoyaient des mails en disant « Ah, c'est super, moi j'aimerais participer à ce genre d'aventure. » Bref, de fil en aiguille, on a créé l'association Caliban, qui a permis de regrouper ces personnes avec des projets divers et variés, mais avec une volonté de faire avancer la robotique en dehors des sentiers battus. Et cette association a acquis une petite, très petite, mais suffisante légitimité. Ça nous a ouvert les portes de laboratoires, d'entreprises. Ça nous a permis de voir comment ils travaillaient, ce sur quoi ils travaillaient, et qu'en fait, ce qu'on faisait n'était pas si débile et si amateur que ça.
Et en fait, en créant l'association Caliban, c'était vraiment juste pour nous amuser. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en s'amusant, on avait peut-être quelque chose qui méritait d'être un peu creusé. Donc certaines personnes de l'association Caliban ont décidé d'aller plus loin et de créer une entreprise à partir de ces connaissances acquises via l'association, mais via aussi toutes les entreprises et laboratoires qu'on a rencontrés. Cybdroid, voilà, c'est le nom de cette société qui aujourd'hui prétend être un acteur du monde de la robotique. Peut-être pas le meilleur dans le domaine de la mécatronique, peut-être pas le meilleur dans le domaine de l'intelligence artificielle. Après ça c'est juste pour être extrêmement diplomate. On a notre approche et de toute façon personne ne sait rien de ce qu'on fait et on y travaille. Juste on veut proposer une solution robotique concrète, à très court terme et à tarif abordable pour le plus grand nombre. Voilà. Même vous qui êtes des particuliers, avoir des solutions robotiques qui puissent être exploitées au même titre que les avions radiocommandés ou les trains électriques. Un petit peu cher, c'est vrai, mais quand on aime, on ne compte pas et notre objectif c'est d'être au prix d'un joli train électrique. Voilà. Alors, Ariel, qu'est-ce que c'est? Non, mais je rigole parce qu'en fait c'est une vaste question, c'est-à-dire qu'en fait Ariel c'est à la fois tout et rien. C'est-à-dire que Ariel nous obnubile et n'existe pas. C'est-à-dire que Ariel, il y a un mois, n'avait rien à voir avec le Ariel d'aujourd'hui. Et le Ariel d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui existera dans un mois. Ariel, c'est un petit peu notre bébé. Il évolue à travers le temps. Grâce à Ariel, on est en train de concevoir un robot qui est destiné à la production à très court terme, production en petite série, un petit peu one shot, mais robot quand même, qui s'appellera Aria, primeur pour Robot Impact. Ariel, l'objectif c'est de mettre au point un robot humanoïde low cost, abordable au plus grand nombre, que ce soit pour le hobby, ou que ce soit pour le laboratoire ou pour les grandes écoles. L'idée est que la technologie humanoïde soit abordable au plus grand nombre, encore une fois sans vouloir faire le meilleur robot du monde. Ça, on a d'autres projets à ce niveau-là, c'est à plus long terme. Mais concernant Ariel, c'est juste un cobaye qui évolue dans le temps. Ce qui est Ariel aujourd'hui n'a rien à voir avec le passé. Il change, il évolue. Le robot ressemble, on n'est quand même pas complètement débile non plus, c'est-à-dire que la coque extérieure fait qu'on a l'impression que c'est le même robot qui perdure à travers le temps, mais il y a énormément de travail qui est fourni derrière. L'objectif c'est de concevoir Aria, sera un robot qui vous sera proposé à la vente pour faire vos travaux, qui que vous soyez, et qui soit abordable au plus grand nombre. Pourquoi une femme? On va mettre de côté l'aspect geek et qu'à 2 h du matin c'est plus sympa de travailler sur un robot femme que sur un robot homme, même si c'est pas forcément négligeable. C'est juste qu'on travaille sur un robot qui est équipé d'un endosquelette. La coque n'a qu'un aspect entre guillemets décoratif ou protection du robot, mais au final pour travailler sur un robot à poids réduit, la meilleure solution est de travailler sur une morphologie féminine. Donc un squelette de type féminin, les femmes ont un squelette un petit peu différent de l'homme, et c'est tant mieux d'ailleurs. Ce qui fait qu'au final, cet endosquelette féminin, en le carrossant comme un homme, bah, ça fait quelque chose de bizarre. On commence à plonger dans ce qu'on appelle la vallée d'étranges. J'invite les cybernautes qui viennent voir Robot Impact à se renseigner sur cette question, c'est passionnant. Une coque de mâle sur un squelette féminin, ça fait très bizarre. Donc du coup, avec une coque féminine, là c'est acceptable, c'est rassurant et ça fonctionne, même pour nous, hein, c'est pas uniquement pour le visiteur ou le client, c'est pas un aspect marketing, c'est juste que du coup c'est pour travailler, c'est humainement acceptable. Donc c'est une femme pour une question de poids et d'équilibre.
ça irait pas si c'était asexué ou masculin. Il faut que ce soit une femme pour que ce soit acceptable. Deux réponses très simples. La première, c'est... Faut pas le dire, surtout pas sur internet. Hein. La première, c'est parce que c'est ce qui nous est tombé sur la main. Mais voilà. Non, en fait, c'est que ça allait de concert avec un deuxième problématique, c'est que dans notre société, notre laboratoire, le sol est très glissant. Mais glissant d'une façon qui n'était pas représentative de la vie au quotidien. Donc on avait juste besoin d'avoir des chaussures qui adhèrent au sol. Donc c'est des grosses moon boots. À partir du moment où Ariel dans notre laboratoire évoluera sur un sol qui n'est pas glissant, c'est prévu qu'on change le sol du labo. À ce moment-là, elle enlèvera ses moon boots et ça sera changé par des jolies bottes italiennes blanches à talons aiguilles. C'est promis, un jour elle aura de belles chaussures. Mais c'est juste pour pouvoir effectuer les tests, c'est qu'actuellement, n'importe qui a des jolis mocassins et qui marche sur du parquet fraîchement ciré connaît le problème du pied qui glisse. Sans ces moon boots, Ariel a ce problème, donc on ne peut pas travailler. Alors aujourd'hui, cette droïde est à Milan pour faire en fait la première sortie officielle en termes de salon de Ariel. Il y a deux raisons à ça, c'est aller voir un petit peu la réaction des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Caliban. C'était très important pour Sidedroid d'être fixé sur cette question, c'est-à-dire qu'en France, Caliban est un petit peu connu, mais du coup ça parasite en fait tous les référentiels. Parce que Caliban, Sabrina sont un petit peu connus du public. Hein. Caliban a fait quand même 35 salons, dont certains 400 000 visiteurs. C'est des robots un petit peu connus. Ici en Italie, on n'est rien, on est inconnu. Il était important de confronter, d'arriver comme ça, tout simplement. Ah, coucou, on est français, on fait des robots, voilà notre truc. C'était hyper important pour ça. Et c'était aussi important de voir la réaction du public, d'un public qui ne nous connaissait pas. Premier point, c'est mon premier contact et machin. Deuxième point, c'est... je sais pas comment l'expliquer, c'est qu'en fait, c'était confronter notre approche de la robotique par rapport en sortant du contexte français. C'est-à-dire qu'en France, il y a une sorte d'intelligentsia de la robotique, je sais, il ne faut pas le dire, mais je le dis quand même. Il y a une sorte d'intelligentsia de la robotique qui fait que la robotique, ça va être ça. Et on n'a peut-être pas forcément la même façon de voir la chose. On voulait juste sortir du cadre français, juste histoire de vérifier si on avait tort ou raison, histoire de nous auto-valider. Venir à Milan Robotica, qui est un salon qui est important, je sais que certains estiment que InnoRobot a peut-être plus de valeur que Robotica. Pour moi, j'estime ces deux salons qui sont équivalents. Il était important pour nous de venir à l'étranger, mais un étranger proche, pas partir en Corée, au Japon ou aux États-Unis. On voulait juste voir par rapport à nos voisins culturels s'il y avait déjà quelque chose qui passait. On a eu la réponse. Sidedroid est accueilli à bras ouverts en Italie, avec une multitude de contacts, une multitude d'opportunités. Pour nous, c'était très enrichissant. Maintenant, je sais qu'il était important de venir. La même question il y a 4 jours, j'aurais été incapable de répondre. En fait, j'aurais répondu, je sens qu'il faut venir. Maintenant, je sais pourquoi il fallait venir. Juste que la robotique doit être européenne et ne doit pas être franco-française. C'est fondamental. Donc, pourquoi Milan? Juste pour avoir la certitude que ce qu'on fait n'est pas juste une affaire locale, mais vraiment une affaire de, j'allais dire, business. C'est pas le bon mot pour représenter ce que je pense. Juste pour avoir la certitude que ce qu'on fait
est dans la droite ligne des choses. C'était important pour nous de valider ça sur un salon international, mais pas trop loin, parce que ça coûte un petit peu cher aussi d'aller loin. Donc pas trop loin, ça coûte pas trop cher. Et notre argent, on préfère le mettre dans nos robots que dans des actions marketing à l'autre bout de la planète. C'est très terre à terre et pourtant c'est très important. Sibrina, en fait, je peux vous répondre en toute honnêteté. Sibrina continue sa vie au sein de l'association Caliban. Il y a des membres de l'association Caliban qui l'ont récupérée et qui la rénove, qui la modifie, elle évolue à travers le temps. Je suis très content de ça. Ça sera toujours ma robot de cœur. Aujourd'hui, c'est plus ma robot. Ça fait quoi? Ça doit faire 6 mois que j'ai pas vu Sibrina. Ça facilement. Non mais ça fait bizarre. Je l'ai conçue, construite, exploitée. Mais je sais qu'elle vit sa vie. Caliban, c'est un autre problème. C'est que si Sibrina est le robot de l'association Caliban, alors Caliban est mon robot. Juste une petite précision, c'est juste pour les historiens du futur. Si tant est que ça ait une importance un jour, c'est pas moi qui ai décidé que l'association Caliban s'appelle Caliban, c'est les membres qui ont décidé. Moi je voulais un nom un petit peu frime du genre Association Européenne de Robotique, des gens qui s'y connaissent en intelligence artificielle. Je voulais un nom un petit peu dans ce genre-là, et c'est eux qui ont dit non, ça sera Caliban, bon, voilà, bref. Caliban, donc le robot que j'ai fabriqué avec mes amis, aujourd'hui il me sert de repose-pied sous mon bureau, c'est-à-dire que Caliban en fait est cassé en deux et il est allongé sous mon bureau et donc je travaille parce qu'il est très pratique pour me masser les pieds entre son cou, son torse. Et en fait c'est paradoxal, hein, c'est un petit peu du mépris pour lui, mais en même temps non, parce qu'il est toujours là quand je travaille, j'ai toujours mon pied sur Caliban, il est toujours là. Ok. Le robot Caliban d'Isaac Asimov. L'homme bicentenaire. Ta série préférée? Je peux revenir sur le film préféré? Vas-y. L'homme bicentenaire, ex aequo avec 2000 ans Odyssée de l'espace. Ce qui me fait vraiment rire, et pour moi le rire est très important, c'est marier 2 enfants. C'est vraiment quelque chose qui m'amuse beaucoup. Plein. S'il doit en rester qu'un parmi tous ceux que j'ai, parmi la centaine de milliers d'idoles que j'ai, c'est incontestablement Keith Richards, qui est le guitariste des Rolling Stones, parce qu'il a toujours été honnête et qu'il a toujours pratiqué son art avec intégrité. Ce pourquoi je réponds à ces questions. Alors mon premier robot en fait, j'ai démonté une machine à laver quand j'avais 4 ans et j'ai fait un robot avec. Non. En fait j'ai pas commencé par la robotique, j'ai commencé par l'intelligence artificielle. Désolé de rire, mais je me comprends. Mon premier robot en fait c'était un programme fait sur une calculatrice HP 48 S6. Mais il faut surtout pas le dire à mes parents parce qu'ils n'étaient pas d'accord quand j'achète cette calculatrice. Officiellement, pour que mes parents l'acceptent, ça a été sur une calculatrice HP 48G, celle qu'ils m'ont acheté, mais il ne faut pas leur dire. Voilà, c'était pas un robot, c'était un programme d'intelligence artificielle très simple, mais je travaille encore aujourd'hui dessus. Cette droïde n'existerait pas sans ce programme. Pas tellement différente d'aujourd'hui, peut-être un petit peu plus responsable. Je ne vais pas aller partir sur des épilogues au sujet de l'écologie et sur deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, notre génération, les trentenaires, encore pire pour les quarantenaires et ainsi de suite, on est encore fortement empreint du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a toute une génération qui est en train d'apparaître avec une façon de penser qui est différente. Bien malin,
qui peut présager de comment ça sera dans 15 ans? Quoi qu'il en soit, la technologie évolue et les robots seront là. Viva la Robolution, même si ma Robolution n'est pas celle forcément de ceux qui l'ont imaginé. Dans 15 ans, ma gamine, ma fille aura 18 ans. Elle sera adulte. J'espère juste être heureux en famille et avoir réalisé mon rêve. C'est-à-dire voir des robots qui sont ancrés dans le 21e siècle et non pas dans un business model issu du 20e siècle. Adriana 42. Il y en a une qui est gris foncé et l'autre qui est gris clair parce que comme on est à Milan, je suis parti avec un ensemble de chaussettes et j'ai pris les deux qui se ressemblaient le plus, mais elles sont pas tout à fait pareilles. En même temps, franchement, moi c'est pas la première chose que je regarde chez quelqu'un, ces chaussettes. Je regarde plutôt ce qu'il a à me raconter. Merci Fabien. Et ben, c'était avec plaisir, merci Robot Impact.
Come brain-computer interface. Questi sistemi permettono utilizzo place would be you. No, ora riprendo con la spinta dell'aria, quindi è tutta chiusa. Saranno finiti. Pour cette première émission, nous allons prendre bien évidemment la notion de robot. Qu'est-ce qu'un robot? Certains ne voient dans le mot robot que des humanoïdes comme Asimo ou C3PO. D'autres pensent que ce sont uniquement les bras industriels de type KUKA ou Fanuc. Certains pensent qu'un robot sert uniquement à mélanger et mixer dans une cuisine. Pour ces derniers, je proposerais de les renommer blender pour ne pas les associer aux véritables robots. Un robot, dans son sens le plus strict, est un dispositif mécatronique, c'est-à-dire qu'il allie la mécanique, l'électronique et l'informatique. Le robot accomplit des tâches de façon automatique. Cette définition, pourtant officielle, n'englobe pas l'ensemble des technologies robotiques. Par exemple, les robots de téléprésence comme le Jazz ou les robots de télémédecine ne sont pas automatiques, mais pilotés à distance. La définition exclut également les robots n'utilisant pas une des technologies comme la mécanique ou l'électronique. Exit alors les robots utilisant des structures biologiques, ou bien les nanorobots actuels qui n'ont pas d'électronique et encore moins d'informatique embarquée, puisqu'ils sont pilotés à distance. La notion de robot est très vague et varie suivant les points de vue. À titre personnel, j'aurais tendance à élargir la robotique à tout engin artificiel ayant une certaine forme d'autonomie ou pouvant être piloté à distance. Du coup, j'inclus même les automates dans ma définition. Venez sur le forum de Planète Robot en discuter. Donnez votre vision du terme robot. Nous allons quitter un peu l'univers du robot dans cette rubrique pour aller se poser un instant sur notre satellite naturel, la Lune. Nous assistons en ce moment au premier pas du tourisme spatial, tant entendu par de nombreuses personnes. Virgin Galactic a construit le premier astroport grand public, le Spaceport America, au Nouveau-Mexique. Les premiers vols suborbitaux à bord de petites navettes Spaceship Two devraient décoller au cours de l'année prochaine. D'autres sociétés commencent à travailler sur des hôtels en orbite. La grande nouvelle nous vient d'une toute jeune société, Golden Spike, créée par Gary Griffin, ancien directeur du programme Apollo, qui a déposé les premiers hommes sur la Lune, et Alan Stern, directeur des missions scientifiques auprès de la NASA. L'entreprise vient d'annoncer le plus sérieusement du monde qu'ils allaient envoyer les premiers touristes sur la Lune dans 10 ans seulement. Certes, le prix du ticket est élevé, 1,5 milliard d'euros, mais il est à la portée des plus grandes fortunes de la planète, voire d'États qui désirent se faire mousser en posant un homme sur la Lune. Golden Spike estime que le marché sera d'une dizaine de voyages, pour deux, sur la Lune entre 2022 et 2032.
et L'homme créa le robot est une exposition à découvrir au musée des Arts et Métiers à Paris jusqu'au 3 mars. Vous allez pouvoir découvrir l'histoire des automates et de la robotique. De nombreux robots sont visibles sur place, de simples robots aspirateurs à Nao en passant par des robots jouets ultra perfectionnés et même des robots d'exploration de l'Ifremer. Vous pourrez également croiser des répliques de robots de cinéma comme R2D2 de Star Wars ou Sony de iRobot. Aquablue est une série de bandes dessinées de science-fiction française aux éditions Delcourt. Le nouvel album, 13e de la série, est scénarisé par Régis Pautière et dessiné par Renaud. Non, ce n'est pas le chanteur. Le héros de cette histoire porte le nom de Nao, mais ce n'est pas un robot, mais un jeune terrien en quête d'identité. Il vient sur Aquablue pour défendre ses habitants opprimés par un envahisseur venu exploiter les ressources de la planète, l'homme de la Terre. Cette bande dessinée affiche quelques robots comme Cybot, un robot nurse qui veille sur Nao depuis sa naissance. Des mechas interviennent également contre les pauvres indigènes d'Aquablue. Les robots sont même tellement présents que le président d'une planète, Cantor, va jusqu'à les interdire.